Bien, bonjour. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir mon ami Adam Bülow-Jacobsen, qui a longtemps été chercheur et professeur de papyrologie grecque à la Fondation Carlsberg, et puis qui a été ensuite professeur de grec à l'Université de Copenhague. Adam est danois. Il aurait préféré probablement faire sa présentation en anglais, mais il a eu l'extrême obligeance et la grande gentillesse, grâce à l'aide d'Hélène Cuvini, de faire cette présentation en français et d'accepter la discussion en français aussi, ce dont je le remercie chaleureusement. Au cours de sa longue carrière, il a eu comme une double spécialité, celle évidemment de déchiffrer les textes grecs sur papyrus et puis sur ostraca, mais aussi de photographier ceux-ci, développant une expertise universellement reconnue et ces dernières années développant tout un tas de techniques, notamment à base de photographie infrarouge, pour lire ou relire, et souvent relire beaucoup mieux, des textes qui avaient été anciennement déchiffrés. Grâce à tous ces travaux, il a publié un grand nombre d'articles. Il a publié le volume 49 des fameux papyrus d'Oxyrhynchos en 1982. Il a organisé puis édité les actes du 20e Congrès international de papyrologie à Copenhague, qui s'est tenu en 1992. Et puis, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, il a participé de façon très active aux fouilles du mont Claudianus en Égypte, aux côtés de Jean Bingen, de David Peacock, de Valérie Maxfield, de Jean-Michel Carrier et d'Hélène Cuvini. Et il a d'ailleurs publié un livre sur les textes concernant l'exploitation des carrières impériales du mont Claudianus, qui s'appelle donc Mons Claudianus, Ostraca Graeca et Latina 4, Text Concerning the Quarrying, qui est paru au Caire en 2009. Et puis, il s'est beaucoup investi donc, dans la recherche sur les ostracas grecs et latins que nous avons trouvés dans les fouilles des forts romains, des routes de Myosormos et de Bérénice. Et il a participé donc, à l'édition de ces textes dans les volumes concernant la route de Myosormos et les forts de Crocodilo et de Didumoy. C'est donc à ce titre que je l'ai invité ici à traiter de la question des déplacements entre la vallée du Nil et les ports de la mer Rouge, tels qu'on peut les appréhender à partir des inscriptions, telles que le tarif de Koftos, par exemple, des textes sur papyrus, trouvés dans la vallée du Nil, et des textes sur ostraca que nous avons trouvés dans le désert. Ces textes, d'ailleurs, sont nombreux, mais souvent allusifs et d'interprétation difficile, ce qu'il nous dira. Et d'ailleurs, il a déjà préparé une synthèse sur ces questions dans un article récent qui est sur le point d'être publié, qui s'appelle « Communication, Travel and Transportation in the Eastern Desert, from the 1st century to the 3rd century AD ». Donc, nous avons là, je pense, le meilleur spécialiste de la question, et je lui laisse la parole avant de le torturer ensuite par quelques questions qu'il aura soigneusement évité de traiter auparavant. Voilà, merci pour cette aimable introduction si peu méritée. Et bonjour à vous. Alors, on m'a dit que ça marcherait comme ça. Oui, voici une carte qui doit maintenant vous être familière. Les fortins qui ont été fouillés par notre équipe sont indiqués en jaune. Il y en a pas mal, comme vous voyez. À l'époque romaine, Coptos, là je ne vois quasiment plus rien. On peut me donner un peu plus de lumière? Merci. À l'époque romaine, Coptos était le point de départ et d'arrivée des caravanes de Bérénice et de Myosormos. C'est pourquoi nous allons commencer par examiner une inscription découverte à Coptos en 1893 et devant laquelle sont passés tous ceux qui s'engageaient sur la piste du dessert.
Peut-être même ceux qui savaient lire l'ont lu. On désigne communément cette inscription sous le nom de tarif de Koptos. Voilà. Cette stèle était dressée au poste de péage de Koptos, qui était situé à l'entrée du dessert. Elle indique le montant des 2 taxes qu'il fallait acquitter avant de s'engager sur la piste qui, à Phoenikon, se divisait en 2 dans les directions de Myosormos et de Bérénice. Les noms de ces taxes sont Apostolion et Pitakion. Voici la traduction du préambule. Par ordre de Metius Rufus, préfet d'Égypte, ont été inscrits sur cette stèle, par les soins de Lucius Antistius Asiaticus, préfet du dessert de Bérénice, les droits qui percevront, conformément au tarif, les fermiers de l'apostolion de Koptos qui relève de l'Araparchie. Le préfet d'Égypte, c'est-à-dire le gouverneur de la province d'Égypte, a ordonné au préfet du dessert de Bérénice, gouverneur de la partie du dessert oriental traversée par les 2 routes, de faire graver ce tarif. Dans le préambule, il est seulement question de la plus importante des 2 taxes, l'apostolion. Cet impôt n'est pas perçu directement par les services de l'État. Il a été affermé à des hommes d'affaires désignés comme les fermiers de l'apostolion. Pourtant, il est dit qu'il relève de l'Araparchie, qui est aussi une ferme fiscale. De quoi s'agit-il? Comme très souvent, un gros concessionnaire, appelé dans le cas présent l'Arabarque, a affermé auprès de l'État plusieurs impôts et a découpé sa ferme, appelée Araparchie, en sous-fermes. Le principal impôt perçu par l'Araparchie n'était pas l'apostolion, mais l'impôt du quart qui frappait les produits importés. En grec, cet impôt s'appelait tétarte, ce qui signifie le quart, et en latin vectigal maris rubri, impôt de la mer Rouge. Il n'était pas perçu à Koptos, mais à Alexandrie, où les employés de l'Araparchie prélevaient tout simplement, en nature, le quart de chaque type de denrée. L'origine des mots Arabarque et Araparchie reste énigmatique. Littéralement, il signifie chef des Arabes, commandement sur les Arabes. On ne comprend pas vraiment pourquoi ces termes sont appliqués à la ferme fiscale du commerce d'Égypte avec le monde érythréen. Au péage de Koptos, une sous-ferme de l'Araparchie prélevait seulement 2 droits autrement modestes, l'apostolion et le pitakion. Un mot sur l'apostolion, dont cette inscription fournit la seule attestation en grec. Il dérive d'un mot grec, en revanche bien connu, apostolos, susceptible de désigner 2 sortes de documents écrits, soit une autorisation d'appareiller pour un navire, soit une autorisation de sortir du territoire pour une personne. L'apostolion du tarif de Koptos est donc le droit à payer pour pouvoir sortir de la vallée du Nil, l'Égypte proprement dite, et entrer dans un territoire au statut administratif tout à fait différent, le dessert de Bérénice. Le tarif de Koptos ne concerne que les convois qui partent dans la direction de l'Est, vers la mer. Le montant à régler pour l'apostolion n'était pas même selon les catégories de personnes. Je poursuis la traduction. Pour un pilote érythréen, 8 drachmes. Un pilote érythréen, c'est un pilote spécialiste de la navigation dans la mer Érythrée. Et maintenant l'explication de ce mot bizarre, c'est-à-dire non pas seulement ce que nous appelons aujourd'hui la mer Rouge, mais tout le nord de l'océan Indien, y inclut la mer Rouge au sens moderne. Je poursuis la traduction. Pour un chef
devant, 10 drachmes. Pour un gardien, 10 drachmes. Pour un matelot, 5 drachmes. Pour un charpentier de marine, 5 drachmes. Pour un artisan, 8 drachmes. Pour des prostituées, 108 drachmes. Il s'agit là vraisemblablement des prostituées qui travaillaient dans les Praesidia et dont la présence est abondamment documentée dans nos ostracas. Remarquez que le montant très élevé d'apostolion qui les frappe. C'est une façon de taxer les revenus des proxénètes. Ce n'est d'ailleurs pas, comme on verra, le seul impôt qui les frappe. Je continue. Pour des femmes qui partent par bateau, 20 drachmes. Les honnêtes femmes, en revanche, ne payent que 20 drachmes, ce qui est néanmoins nettement plus que n'importe quel homme. Ici, beaucoup de commentateurs de l'inscription traduisent pour des femmes qui arrivent par bateau. En effet, le texte tel qu'il est gravé se présente ainsi. Si l'on se fie à ce qui est écrit sur la pierre, les femmes sont dites eis pleuson, c'est-à-dire arrivant par mer. Mais c'est en contradiction avec le sens du mot apostolion, taxe pour partir. C'est pourquoi je fais partie de ceux qui pensent que le lapicide a mal interprété le texte de sa minute, qui devait avoir ekpleuson, en partant de la mer. Si les deux éléments d'un kappa sont séparés, on peut avoir facilement l'impression d'un iota suivi d'un sigma. Dans le mot précédent, gunaikon, femme, le lapicide a commis une erreur de gravure encore plus grossière et plus facile à identifier, puisqu'il a écrit tunaikon, to et gamma ayant des tracés proches. Concentré sur son ciseau et sa massette, le lapicide ne faisait évidemment pas attention au sens du texte qu'il reproduisait. Reprenons la traduction. Pour des femmes de soldats, 20 drachmes. Encore des honnêtes femmes qui payaient le même droit que les femmes qui s'embarquaient. Comme les soldats n'avaient pas le droit de se marier, il s'agit probablement des concubines des soldats détachés dans les Praesidia. C'était le dernier article concernant l'apostolion. Le texte passe maintenant au pitakion, mot qui signifie en quelque sorte ticket. L'obtention de ces tickets imposait le paiement d'un droit modique également appelé pitakion. Le pitakion frappe non seulement les personnes seulement distinguées par leur sexe, mais aussi les moyens de transport et certains objets. Je poursuis la traduction. Ticket pour les chameaux, 1 obole. Seau pour un ticket, 2 oboles. Quand la caravane se met en route, pour chaque ticket, pour un homme qui monte, 1 drachme. Pour les femmes qui montent, 4 drachmes. Dans le jargon du désert oriental, monter signifie aller de la vallée vers le désert, tandis qu'on descend du désert vers la vallée. Continue. Pour un âne, 2 oboles. Je ne sais pas pourquoi, les ânes sont 2 fois plus chers que les chameaux. Pour un chariot avec tétragone, on y reviendra, 4 drachmes. Pour un mât, 20 drachmes. Pour un vergue, 4 drachmes. Pour une momie qui monte ou descend, 1 drachme, 4 oboles. La momie est le seul objet dont on envisage qu'il puisse passer par l'octroi dans le sens dessert-vallée. C'est le dernier article de la partie du tarif qui concerne le pitakion. Il est immédiatement suivi par la date, l'an 9 de l'empereur César Domitien Auguste Germanique, le 15e jour du mois Pachon, c'est-à-dire le 10 mai 90 de notre ère. La présence de la date prouve que le tarif est complet,
et que seules les personnes, les bêtes et les objets mentionnés dans cette liste hétéroclite étaient redevables de l'apostolion et de Pitachion. Ce qui est instructif dans ce document, c'est tout ce qui ne s'y trouve pas. La raison d'être des routes de Myosormos et de Bérénice était le commerce érythréen, c'est-à-dire les échanges avec l'Afrique orientale, l'Arabie du Sud et surtout avec l'Inde. Or, il transparaissait en peine dans le tarif de Koptos, où il n'est aucunement question de marchandises, mais seulement de personnes qui voyagent et de moyens de transport de 4 pattes ou 2 roues. Les objets transportés, mis à part les 2 encombrants, le mât et la vergue, et les momies, ne sont jamais mentionnés. Quant aux personnes qui sont-ils, rien que des petits gens, avec une attention toute spéciale portée aux femmes classées en 3 catégories. Pas un mot sur les soldats qui se rendaient dans les fortins où ils s'étaient détachés, ce qui n'est pas surprenant, puisque ce sont des agents de l'État. Mais que dire des marchands, des armateurs de leurs agents, qui ne sont pas taxés non plus? On peut imaginer qu'ils disposaient déjà de permis spéciaux qui leur permettaient d'éviter la cohue et les embouteillages qui devaient se produire au péage de Koptos quand la caravane se constituait et que les personnes du poste de péage ramassaient les pièces de monnaie, distribuaient les reçus, contrôlaient que chaque ticket de chameau était dûment tamponné. Ce n'est pas non plus dans les textes trouvés dans le Présidia qu'on trouvera des informations sur le commerce érythréen. Les quelques allusions indirectes qu'on y trouve vous seront présentées la semaine prochaine par Hélène Cuvigny. Aujourd'hui, je me contenterai d'évoquer quelques textes papyrologiques qui en traitent de façon plus ou moins directe, et j'évoquerai ensuite les déplacements locaux sur les routes de Myosormos et de Bérénice, tels qu'ils sont documentés par les ostracas trouvés dans les Praesidia. En 1980, la collection de papyrus de Vienne, qui après celle d'Oxford est la plus grande collection de papyrus grecs et coptes du monde, a acquis un document d'un intérêt exceptionnel qui a été publié en 1985. Il s'agit d'un contrat, vous pouvez le lire là, originellement rédigé sur plusieurs colonnes, dont une seule, celle que vous voyez sur le recto, est conservée. Il n'est peut-être pas inutile que j'explique comment on écrivait sur du papyrus. Le papyrus vierge était vendu en rouleaux qu'on découpait ensuite à la longueur nécessaire. On écrivait sur la face intérieure du rouleau et les fibres de papyrus étaient disposées de façon horizontale. Dans certains cas, les lignes du texte pouvaient être très longues, mais à cette époque, et pour un contrat, on préférait disposer le texte en colonnes de moyenne largeur. Voici un exemple des textes en colonnes, juste pour vous montrer. On écrivait sur l'autre face du papyrus, où les fibres étaient verticales, que seulement lorsque le texte du recto était devenu obsolète. Ce qui s'est passé, on verra, pour le papyrus de Muziris. Le papyrus de Muziris est, pour être précis, un avenant à un contrat de prêt maritime pour une expédition commerciale à Muziris. L'avenant a dû être rédigé dans le port à la mer Rouge, probablement à Bérénice, où le navire revenu de Muziris, avec sa cargaison, avait apporté. Dans la colonne conservée sur le recto sont réglées les modalités du transport des marchandises depuis leur débarquement à Bérénice jusqu'à Alexandrie. L'identification des 2 parties du contrat se trouvait dans la première colonne perdue. Le contrat est rédigé à la première personne.
la partie qui dit « je », est celle qui a contracté l'obligation vis-à-vis l'autre partie à laquelle il s'adresse à la deuxième personne. L'homme qui dit « je » est le marchand, tandis que « tu » est un homme richissime, sans doute un alexandrin, qui lui a prêté les fonds nécessaires au financement d'un voyage à Musiris. Voilà, ça c'est une carte générale, en partie pour vous montrer où se trouve ici Musiris. La carte n'est d'ailleurs pas tout à fait correcte dans tous les détails, mais peu importe. Un tel voyage nécessitait en effet une mise de fonds gigantesque. Pour acheter les marchandises du monde romain à vendre en Inde ou en route dans les escales, pour financer leur transport jusqu'à Bérénice, pour louer un bateau robuste capable d'affronter la traversée de l'océan Indien, ou pour louer l'espace sur un tel bateau, pour financer l'achat à Musiris de produits à rapporter, pour financer le transport de ces produits depuis l'Inde jusqu'à Bérénice, puis à d'autres chameaux depuis Bérénice jusqu'à Coptos, puis sur un bateau fluvial de Coptos à Alexandrie. D'après une nouvelle interprétation d'un passage du texte, il semble que c'est le marchand qui a payé lui-même le transport de Bérénice à Alexandrie. Le bénéfice du prêteur était les intérêts, qui étaient très élevés dans les prêts maritimes à cause du risque encouru. Le prêt était garanti sur la marchandise rapportée, qui restait la propriété du créancier jusqu'à son arrivée à Alexandrie. Sans doute le marchand remboursait-il le capital et les intérêts avec le prix qu'il tirait de la marchandise en le vendant à d'autres marchands qui allaient l'emporter d'Alexandrie à Rome ou ailleurs. Il est même possible qu'il la vendait à un prix convenu à son créancier. Voici la traduction des premières lignes de la colonne conservée au recto du papyrus. Je remettrai les marchandises, c'est-à-dire à un chamelier digne de confiance pour qu'il les prenne en charge jusqu'à Coptos, et je les transporterai à travers le désert sous bonne garde jusqu'à l'entrepôt public de la perception fiscale à Coptos. Je les remettrai à ton nom et sous ton sceau à ceux qui te représentent, à ceux de tes représentants ou de celui d'entre eux qui sera pressant, en attendant le moment de l'embarquement sur le Nil, et je les embarquerai à un moment favorable sur le Nil, dans un bateau sûr, et je le ferai descendre jusqu'à l'entrepôt de la perception du droit du quart, c'est le Tétarté, n'est-ce pas, à Alexandrie. Et de la même façon, je les mettrai à ton nom et sous ton sceau, et j'assumerai toutes les dépenses depuis maintenant jusqu'à la perception du droit du quart, à savoir le transport à travers le désert et sur le fleuve et chacune des autres dépenses. Le verso du papyrus que vous voyez à droite, voilà, ici, comporte deux colonnes, dont la première est très incomplète. Elles appartiennent à un compte qui a dû être fait à Alexandrie au moment où l'on a récapitulé la valeur de la cargaison, une fois que le fisc, représenté par l'agent de la rabarchie, avait prélevé le quart de cette cargaison en nature au titre de la Tétarté. Voici les trois dernières lignes de ce compte, telles qu'elles ont été récemment corrigées par le papyrologue viennois Federico Morelli. Valeur totale, je traduis là, valeur totale des trois quarts de la cargaison embarquée sur le navire Hermapollon, 1151 talents d'argent et 5852 drachmes. C'est une fortune, ça. Sachant qu'un talent égale 6000 drachmes et que la drachme alexandrine était statutairement égale au sesterce, cette somme équivaut un peu moins de 7 millions de sesterces.
L'historien anglais Dominic Rathbone compare ce montant aux 5 millions de sesterces qui valaient un beau domaine acheté par Pline le Jeune, qu'il avait obtenu au rabais pour 3 millions. Et encore Pline, qui était pourtant un homme très riche, avait-il dû emprunter des liquidités pour conclure l'affaire. En revanche, le créancier anonyme du papyrus de Mousiris n'avait apparemment aucun problème pour réunir les fonds nécessaires au financement de ce voyage, ni pour acquérir, comme il est assez vraisemblable, les 3/4 de la cargaison. Cela signifie qu'il disposait de liquidités considérables et que c'était même un véritable nabab. Dominic Rathbone a également calculé que la valeur de ces 3/4 de la cargaison équivaut à la production en blé d'1% de la terre arable de toute l'Égypte. Mais ces considérations ne sont pas notre sujet ici. Revenons à la partie du contrat qui concerne le transport de la cargaison de la mer Rouge jusqu'à Coptos. Le marchand commence par dire « Je la confierai à un chamelier de confiance ». Le compte du verso, où le poids des marchandises est indiqué, a permis à Morelli de calculer l'ensemble de la cargaison ramenée de l'Inde, donc avant le prélèvement fiscal du quart, représentait un poids d'environ 180 tonnes. Il vaut la peine de se demander combien de chameaux étaient nécessaires pour transporter tout cela. Sachant que, pour une longue distance, on chargeait environ 200 kilos sur un chameau, 900 chameaux sont nécessaires. Les chameaux marchent en file indienne. Il faut s'imaginer une caravane longue de 4 kilomètres. Plus probablement, on les organisait en plusieurs files, comme cette caravane de sel au Niger. Imaginons l'arrivée au présidium de Didumoy, par exemple, d'une caravane de 900 chameaux assoiffés. Il y a quelques semaines, Jean-Pierre Brun a décrit les abreuvoirs de 9 mètres de long qui flanquaient le rempart de l'extérieur. Ils permettaient à 10 chameaux peut-être de boire en même temps, si du moins on les déchargeait pour être moins large. Imaginons alors le temps nécessaire pour décharger et recharger 900 chameaux. Et qu'aurait-on fait de la précieuse cargaison entre-temps? Heureusement, le chameau est sobre et peut rester plusieurs jours sans boire, une semaine s'il est très chaud, 10 à 15 jours autrement. Les bateaux étaient de retour de l'Inde en mars-avril, mais mois qui sont encore tempérés. Comme le trajet Bérénice-Coptos durait 12 à 14 jours, les chameaux n'avaient pas besoin de s'arrêter pour boire. Les abreuvoirs qui ont été dégagés à l'extérieur de certains présidia étaient donc plutôt destinés aux ânes et aux chevaux. Revenons au chamelier de confiance. Il résulte d'une astucieuse lecture de Morelli. Le papyrus est usé dans cet endroit, et jusqu'à récemment, les papyrologues s'étaient obstinés à voir le symbole du talent et avaient compris « Je donnerai à ton chamelier tant d'autres talents ». Les premiers éditeurs avaient cru lire 170 autres talents et 50 drachmes. Comme 170 talents permettraient la location de quelques 21 000 chameaux. Cette somme astronomique avait été corrigée ensuite par un autre collègue qui avait assuré qu'il fallait lire 20 autres talents. Mais Morelli, qui a pu examiner le document original avec un microscope, a lu à juste titre la lettre Chi, là où on s'est évertué de reconnaître le symbole du talent, et il a réussi à voir que ce groupe de lettres était simplement l'adjectif axiochreos,
digne de confiance. Comme quoi, il est important de lire correctement les textes. Je ne vous dis pas l'encre qui a pu couler au sujet de ces sommes astronomiques remises à Ton Chamelier. Où trouvait-on un chamelier de confiance? Au milieu du IIe siècle, date du papyrus de Mosiris, je ne sais pas. Mais nous sommes assez bien informés sur une entreprise familiale de transport chamelier sise à Coptos au 1er siècle de notre ère, grâce à une centaine d'ostracas grecs découverts en 1893 à Coptos par l'archéologue britannique Flinders Petrie, qui est aussi l'inventeur du tarif de Coptos d'ailleurs. Ces ostracas, qu'on désigne couramment sous le nom d'archives de Nicanor, sont des accusés de réception généralement rédigés à Myosormos ou à Bérénice, pour des livraisons exécutées par le firme de Nicanor et fils entre l'année 6 et 62 après Jésus-Christ. Sans doute, cette firme faisait elle aussi des transports depuis les ports jusqu'à Coptos, mais nous n'avons trouvé aucune trace écrite d'un transport du sens mer vers le Nil. Voici un de ces accusés de réception conservé au Petrie Museum à Londres. Il est écrit sans façon, non pas sur papyrus, mais sur un ostracon, ce qui signifie en grec un tesson de poterie. Pour rédiger des textes brefs ou peu importants ou d'intérêt éphémère, on recourait volontiers aux ostracas, ce qui est le pluriel d'ostracon, plutôt qu'aux papyrus, tout particulièrement en Haute-Égypte. Les ostracas étaient gratuits, il suffisait de se baisser pour en ramasser, alors qu'il fallait acheter le papyrus. En outre, nous savons par allusion dans les correspondances privées que le présidia n'était pas toujours bien approvisionné en papyrus. On écrivait sur des ostracas à l'encre avec un calame, exactement comme sur le papyrus. C'est pourquoi les ostracas relèvent de la papyrologie au même titre que les papyrus. Voyons le texte du reçu. Antiochos, fils de Saturninus, représenté par M, il y a un trou là, fils de Saturninus, et Pétéapocrates, fils de Nicanor. Salut. J'ai reçu de toi à Myosormos, pour le compte de Marcus Iulius Alexander, 12 artabes de blé, soit, écrit en chiffres, 12 artabes, l'an 3 de Tibère, Claude César Auguste, vainqueur des Germains, salué du titre d'impérateur, le 15 Pauni. Le véritable émetteur du reçu n'est pas Antiochos, fils de Saturninus, mais son représentant, qui est peut-être aussi son frère, puisqu'ils ont le même patronyme. Le reçu a été rédigé à Myosormos au bénéfice du fils de Nicanor, Pétéapocrates, qui semble diriger l'entreprise familiale à ce moment. Le produit livré, 12 artabes de blé, représente la charge de 2 chameaux. Il est vraisemblable que les 2 chameaux faisaient partie d'une caravane transportant des produits divers pour beaucoup d'autres clients. Quant au véritable client, dans le cas présent, ce n'est pas Antiochos, fils de Saturninus, mais un certain Marcus Iulius Alexander. Ce n'est pas n'importe qui, ça. Il était fils de l'arabarque Gaius Iulius Alexander, qui était lui-même frère du philosophe juif bien connu Philon d'Alexandrie. L'arabarque eut 2 fils qui héritèrent de sa citoyenneté romaine, Marcus Iulius Alexander, dont le nom figure sur cet ostracon, et Tiberius Iulius Alexander, qui était, au moment où cet ostracon a été rédigé, épistratège de Thébaïde. Tiberius Iulius Alexander deviendra plus tard préfet d'Égypte, puis préfet de prétoire à Rome.
Son frère cadet, Marcus Julius Alexander, appartenait donc à une richissime famille de juifs alexandrins avec un puissant ressaut de foi à la fois dans la haute société romaine et à la haute société juive. Marcus était marié à la princesse Bérénice, fille d'Agrippa, roi de Judée, qui deviendrait plus tard la maîtresse de l'empereur Titus. D'autres noms de clients dans la firme de Nicanor dénotent aussi des grands personnages. Le lieu de rédaction des Ostracas de Nicanor est pour moitié Myosormos, pour moitié Bérénice. 2 seulement, sur les 95, ont été rédigés sur les sites intermédiaires, les garnisons de Persou sur la route de Myosormos et de Apollonos Hydroma sur celle de Bérénice. Les denrées transportées par les chameaux de la firme sont presque toujours des produits de consommation courante, en particulier du blé et du vin. Il ne s'agit probablement pas de blé et de vin destinés à l'exportation. Les quantités sont trop faibles. Ces produits servaient plutôt à ravitailler les agents des firmes commerciales stationnées à Bérénice et à Myosormos. Nous n'avons pas la moindre preuve que Nicanor assurait le transport des marchandises précieuses qui débarquaient à Bérénice, mais nous savons qu'il ravitaillait des clients privés tels que Marcus Julius Alexander et aussi l'armée. Je reviens sur le reçu rédigé à Persou. Il s'agit en fait d'une nouvelle lecture faite à la faveur de la récente réédition des Ostracas du Petri Museum. Cet accusé de réception pour 6 artables de blé a été établi d'une main infantile par Ptolémaios, curateur de Persou, dans l'an 2 de Néron. Le destinataire est un autre fils de Nicanor, Mirésis. À cette date, Persou n'était probablement pas le praesidium aujourd'hui disparu du Wadi Fawakir, mais le conglomérat de cellules qui se trouve en face du Panaïon de Wadi Hammamat. Pardon. Les ostracas trouvés à Bérénice, dans les récentes fouilles de Stephen Sidebottom et Willeke Vendrich, donnent un aperçu différent sur les services du transport. Il date du dernier quart du 1er siècle, c'est-à-dire juste après l'extinction de l'archive de Nicanor. Certains de ces ostracas sont des accusés de réception pour les denrées reçues à Bérénice, exactement comme l'archive de Nicanor, sauf que l'ostracon n'a pas été rapporté à Coptos. Mais ce sont surtout des laissez-passer que les transporteurs devaient présenter à l'octroi de Bérénice. En voici un. Ces ostracas. Cet ostracon appartient à une série de laissez-passer adressés par Sosibios à Andouros. Voici la traduction. Sosibios à Andouros, salut. Laisse passer pour Pacoibis, fils de Cleitos, 4 hémicadiens d'huile et 4 amphores italiennes de vin. Ça signifie en effet 4 amphores de vin italien. Comme ces textes ont été trouvés à Bérénice, Andouros doit être posté à Bérénice. Dans certains de ces laissez-passer, la fonction de Andouros est indiquée. Il est quintanensis. Ce qui nous traduiront prudemment agent de la quintana. La quintana est une taxe dont toutes les attestations, sauf une, se trouvent sur des ostracas du dessert oriental, soit trouvés à Bérénice, soit trouvés dans les Présidia. Dans le cas présent, le plus probable est que la quintana sur l'huile et le vin a été payée à Coptos. L'ostracon indique que le transporteur est en règle et qu'on peut le laisser passer à Bérénice. Dans ces textes des Praesidia, la quintana n'apparaît
n'apparaît en revanche que comme une taxe sur la localisation mensuelle des prostituées aux garnisons. Dans l'unique attestation de la Quintana extérieure au désert oriental, le mot désigne une taxe sur la vente d'un esclave conclue entre deux soldats et à l'intérieur du camp d'une vexillation de la flotte de Misène à Séleucie de Pierie en Syrie. Cet acte de vente a le mérite de montrer que la Quintana n'est pas une spécificité du désert de Bérénice. Nous pensons qu'il s'agit d'une taxe frappant toutes sortes d'activités commerciales à l'intérieur d'un camp ou d'une zone militaire. Et nous savons que c'est encore une taxe affermée. L'exemple des laissez-passer trouvés à Bérénice, attestant le paiement de la Quintana, montre que l'apostolion et le pitakion n'étaient pas les seules petites taxes qu'on payait à Coptos. Dans cet ostracon de Bérénice, le transporteur qui accompagne les 8 amphores d'huile et de vin italien s'appelle Pacoibis, fils de Clitos. Pacoibis est un nom indigène épicorique de Coptos. Il est tiré du dieu égyptien Geb, honoré à Coptos et qui a d'ailleurs donné son nom égyptien, Gebet, à la ville de Coptos. Le patronyme Clitos est en revanche surprenant, à la fois dans ce milieu des âniers ou chemeliers indigènes et à cette époque. C'est en effet un vieux nom macédonien qui portait par exemple Clitus le Noir, l'ami d'Alexandre le Grand, que celui-ci finit par assassiner. En Égypte, le nom Clitos, importé par les colons macédoniens, est seulement attesté à la haute époque ptolémaïque. Or, il se trouve qu'un Pacoibis, fils de Clitos, apparaît dans les ostracas que nous avons trouvés à Didymoe. Vu la rareté du nom Clitos, il s'agit probablement du même individu, ou à la rigueur de 2 hommes appartenant à la même dynastie de transporteurs. Le Pacoibis, fils de Clitos de Didymoe, est qualifié de Décanos, dans les ostracas de Didymoe, c'est-à-dire. Malheureusement, cela ne nous avance pas beaucoup. Décanos est à l'origine une grade militaire macédonien qui n'était d'ailleurs même plus employé dans l'armée ptolémaïque. En Égypte, on le rencontre dans divers contextes civils où il désigne le chef d'un groupe d'une dizaine d'hommes ou davantage, Décanie étant le nom donné à ce groupe. Décanos et son dérivé Décania sont rares à l'époque lagide et connaissent une grande fortune sous le Principat, en particulier dans la région thébaine et dans le désert oriental. Il est probable que le vieux grade militaire macédonien a été recyclé par les Romains comme équivalent de décourio et décania comme découria, au sens de chef d'une équipe de 10 hommes. Le problème est que les nombreux ostracas thébains mentionnant des décanoi et des décanies sont soit des listes de noms, soit des reçus fiscaux. De ces textes peu explicites, Roger Bagnall a conclu que les décanies étaient des milices dans lesquelles la population locale était enrôlée pour assurer des tâches de surveillance. Dieter Hagedorn pense en revanche que les décanies étaient des associations professionnelles de transporteurs. C'est aussi au monde des transporteurs qu'appartiennent les décanoi et les décanies mentionnés dans les ostracas de Praesidia. L'anthroponymie majoritairement vernaculaire des décanoi et de leurs collègues dénote des indigènes de conditions libres. On trouve des décanies dans diverses activités, toujours cependant liées au transport. Dans les carrières au Mons Claudianus et au Umbalat, les décanoi sont employés d'une part au bardage des pierres,
d'autres dans l'hydrophorie, c'est-à-dire transport à dos d'âne ou de chameau, de l'eau tirée des puits vers les citernes. Dans les stations routières du désert de Bérénice, on ne sait pas ce qu'ils transportaient, car les documents dans lesquels ils apparaissent sont des listes, des comptes et des billets très laconiques. Les plus explicites sont des ordres de livraison d'orge, de pain et de paille à des décanoi ou à des hommes appartenant à telle décanie. Voici un. Trouvé à Dios, mesure, je traduis là, mesure au décanos Horos, fils de Psintachus, 5 artables d'orge. On peut comprendre aussi mesure à la décanie d'Horos, etc. En effet, le symbole peut signifier aussi bien décanos que décanie. Et pour couronner le tout, le scribe n'a pas pris la peine de décliner le nom de Horos, si bien que l'ambiguïté est totale. Un document tel que celui-ci fait soupçonner en tout cas que l'une des fonctions de Praesidia devait être de stocker du ravitaillement pour des bêtes de somme qui allaient et venaient sur les routes, en particulier des ânes. Après l'époque de l'archive de Nicanor, il semble donc que le système des décanies structure l'organisation du transport sur la route de Bérénice. Ce transport était assuré par des âniers ou des chameliers recrutés dans la population civile de la région de Coptos et organisés en décanies. Mais pour le reste, nous n'y comprenons pas grand-chose. Ces âniers et chameliers étaient-ils requis à titre de service public d'une liturgie pour assurer des transports dans le désert oriental? Ou bien étaient-ils des entrepreneurs de transport qui payaient une patente pour travailler dans le désert? Ces transporteurs organisés en décanies assuraient-ils seulement le ravitaillement local des fortins et des ports, ou transportaient-ils aussi des produits d'exportation et d'importation? Examinons à présent les occurrences du mot poreia, caravane, dans nos ostracas, et voyons où elle nous emmène. Il est souvent question de la poreia, la caravane, dans les lettres privées des Praesidia. On attend la poreia avec impatience. Dans ce contexte, il ne s'agit des caravanes du commerce érythréen, mais de la caravane du ravitaillement, qui apporte des rations officielles et les denrées alimentaires de base, vin, vinaigre, huile, oignons, lentilles, fourrage pour les chevaux, etc. L'historien allemand Kai Rufing a calculé que 2000 charges de chameaux étaient nécessaires par mois pour le ravitaillement de Bérénice. En dépit de toutes les inconnues qu'ont dû entrer dans ces calculs, admettons ce chiffre pour le moment. À ces 2000 chameaux qui passaient chaque mois sur la route de Bérénice, il faut ajouter les caravanes commerciales, des chameliers dignes de confiance et celles qui ravitaillaient les Praesidia. Si ces dernières, comme cela semble possible, passaient une fois par mois, on peut calculer qu'elles consistaient en une trentaine de chameaux, peut-être beaucoup plus d'ailleurs. Il y a 11 Praesidia le long de la route de Bérénice, et si chacun avait une garnison d'environ 15 hommes qui consommaient chacun une artable de blé par mois, on aurait besoin déjà de 27 chameaux par mois. Et à cela, il faut ajouter l'alimentation des bêtes, les chevaux de quelques cavaliers et celle des ânes, aussi bien ceux qui, peut-être, étaient attachés aux Praesidia que les ânes de passage. Si le blé des soldats et l'orge des montures des cavaliers étaient fournis par l'armée, les militaires devaient se procurer le reste.
semble-t-il, auprès des vivandiers qui résidaient avec eux dans les Présidiens. On peut supposer que ce sont ces vivandiers qui faisaient venir de Coptos le vin, l'huile et tout le reste, non seulement pour les soldats, mais aussi pour la population civile, les femmes, les enfants, les esclaves, les prostituées, dont le nombre est difficile à estimer, et que les soldats, aussi bien que les vivandiers, avaient fait venir dans les Présidiens. C'est donc peut-être au moins 2300 chameaux qui allaient et venaient à l'intérieur d'un mois sur la route de Coptos à Bérénice, juste pour l'entretien des gens qui vivaient dans les Présidiens. Car on sait, à la fois par Pline l'Ancien et par un graffito de Wadimeni, qu'il fallait 12 jours au plus pour couvrir la distance entre les deux villes. Un aller-retour devait bien prendre un mois. Ajoutons les caravanes qui desservaient Myosormos et sa route. Il devait donc y avoir un cheptel considérable de chameaux à Coptos. Appartenaient-ils tous à des entreprises de transport? 2 papyrus trouvés au Fayoum nous enseignent un peu sur ce problème. L'un est conservé au British Museum et apporte une réponse partielle. Il s'agit d'une déclaration fiscale de chameau faite par un certain Harpagates, fils de Satabouche, éleveur au village de Soknopaionessos. Ce village du Fayoum était spécialisé à l'époque romaine dans l'élevage de chameliers qui était pratiqué par quelques familles. Ce n'étaient pas des gros éleveurs. D'après les déclarations, aucun ne possédait que 10 chameaux. Le déclarant signale: sur ce total de 3 chameaux, j'en ai fourni un le mois dernier, en Tubie, pour le service impérial des caravanes, pour Aïe, qui viennent de Bérénice, sur ordre du très illustre préfet Annius Syriacus. On comprend ici que l'État, en personne du préfet d'Égypte, avait réquisitionné un des chameaux de Harpagates pour qu'il participe au transport des marchandises importées de l'Inde. Voilà la distance que le chameau a dû parcourir. Il quitte le Fayoum en Tubie, c'est-à-dire janvier, et a donc eu le temps d'arriver à Bérénice à la saison où abordaient les navires venus de l'Inde, c'est-à-dire mars-avril. L'expression pompeuse « service impérial des caravanes de Bérénice » n'est pas facile à interpréter. Pourquoi impérial? S'agit-il seulement du transport des cargaisons propriété de l'empereur ou de ses affranchis? Ou tout ce qui était dans le désert était-il considéré comme impérial, à l'instar des carrières qui faisaient effectivement partie du patrimonium de l'empereur? L'autre papyrus, conservé à Bâle, nous montre clairement, je n'ai pas de photo, que les animaux, les chameaux, au moins certains d'entre eux, provenaient de réquisitions. 2 chameliers signent une déclaration comme quoi ils ont reçu 3 chameaux qu'ils promettent de livrer dans le nom de Coptos. Ils signent aussi pour la nourriture des chameaux qu'ils ont reçue en argent. Il est dit que la nourriture est pour la route, et je suppose que, une fois sur place et au travail, les chameaux étaient nourris par les utilisateurs, mais je n'en sais rien de plus à dire sur cette question, sauf que la somme pour la nourriture est assez élevée, 400 drachmes. Si nous assumons que les chameaux étaient nourris à l'orge, et si le prix d'environ 10 drachmes par artabe d'orge pour l'orge que nous avons pour la fin du IIe siècle est représentatif, on achèterait 40 artabes d'orge, ou environ 1500 litres, avec 400 drachmes.
Cela est peut-être vrai, peut-être faux, mais le pire, c'est qu'on ne connaît pas la consommation par kilomètre d'un chameau. Et cette consommation dépend en plus du travail qu'il fait et du temps qu'il aura pour trouver de la nourriture supplémentaire le long du chemin. Le même document nous enseigne aussi sur l'aspect de risque. Il est écrit que si le chameau a un accident, c'est-à-dire s'il meurt, les chameliers apporteront le sceau, le sphraghis, c'est le mot grec, et comme ça, on ne pourra pas les accuser. Ce sceau doit être une sorte d'identification du chameau, mais ce n'est pas le mot normalement employé pour la marque au fer rouge qu'il porte sur la cuisse. Cela s'appelle charagma. Je ne sais pas ce que c'était, mais l'expression me fait penser au système pratiqué dans la cavalerie jusqu'à l'époque moderne. Si un cheval était tué en bataille, on découpait son sabot avant droit où son numéro était tatoué, ce qui prouvait que le cheval était bien mort et n'avait pas été vendu. Nous savons encore un petit peu à propos de cette orge. Un papyrus de Gießen, en Allemagne, est une demande officielle de faire envoyer tout l'orge disponible dans le nome panopolite au nord de Koptos vers Kena pour les animaux qui tirent la colonne venant des carrières. Il s'agit là certainement des carrières impériales de Mons Claudianus et d'une colonne destinée au Panthéon à Rome. Ce texte nous montre que l'approvisionnement de nourriture pour les bêtes de somme était une responsabilité de l'État. Mais de l'autre côté, il reste tout à fait possible que les propriétaires des chameaux réquisitionnés devaient le payer. Évidemment, nous ne savons pas si le régime était le même pour les bêtes qui servaient dans les caravanes. La caravane du ravitaillement, chargée des rations militaires réglementaires et de toute autre denrée vivrière, partait de Koptos et, chemin faisant, ravitaillait les Praesidiens. Que faisait-on des chameaux une fois qu'ils étaient déchargés? Les renvoyait-on à Koptos ou faisait-il le voyage aller-retour au complet? Il est possible qu'ils restaient dans la caravane pour ramener d'éventuelles marchandises débarquées à Myosormos ou à Bérénice. Il n'est pas exclu que les mêmes caravanes servaient au ravitaillement des fortins et au transport des marchandises du commerce érythréen. Il ressort des ostracas des fortins que la Poreia passait avec une certaine régularité, bien qu'on ignore avec quelle fréquence. Voici ce qui écrit Numerius, stationné à Phoenikon, dans une lettre à son camarade Longinus, lettre trouvée à Didymoi. En ce qui concerne, il écrit, les sacs, ne t'en fais pas, je les emporterai au plus tard demain ou après-demain. Mais si la caravane passe, attends-moi là où tu es. Numerius est un cavalier que nous connaissons bien. Dans une autre lettre, il accusait réception des fameux sacs et promettait de les emporter à Koptos la prochaine fois qu'il s'y rendait afin de les remettre à Loukia, la concubine de Longinus. Dans la pressante lettre, il s'attend à partir à Koptos le lendemain ou le surlendemain, probablement pour emporter du courrier officiel. Il envisage néanmoins la possibilité que la Poreia, la caravane, arrive de Koptos, auquel cas il l'escortera jusqu'à la prochaine étape, c'est-à-dire Didymoi. On était donc dans la période où la caravane devait passer, mais on ignorait la date exacte. La Poreia ne servait pas seulement à transporter des provisions. De nombreuses lettres montrent qu'on profitait de son passage pour s'y joindre et de se déplacer. Prenons l'exemple d'un petit dossier épistolaire de Didymoi dont la figure centrale est une certaine Théanous. Théanous
est à Didymoe lorsqu'elle reçoit une lettre de son homme, le soldat Veturius, qui est stationné à Phoenikon. Il lui écrit qu'il vient d'apprendre avec joie qu'elle a accouché et lui propose de venir le joindre avec la Poreia, en soulignant que ce sera une bonne façon de se déplacer. Qu'elle lui apporte aussi un tapis de sol en cuir qui est resté à Didymoe. Veturius savait que la caravane était en train de se diriger vers Bérénice. Peut-être même la lettre était-elle arrivée à Didymoe avec la caravane. Mais Théanous devait aller dans l'autre sens et par conséquent attendre le retour de la caravane. C'est pourquoi, un peu plus tard, il reçoit une lettre d'Aphroditès Rousse, le fortin au sud de Didymoe. C'était un certain Théophilos qui lui écrit « Je veux que tu saches que la caravane arrive à Didymoe le 27. C'est pourquoi je t'écris afin que tu prépares tes affaires. » L'arrivée de cette lettre précède celle de la caravane. Veturius avait préparé le transport de Théanous en s'y prenant en avance, puisque la caravane a dû mettre 3 semaines, à peu près, pour aller de Didymoe à Bérénice, puis repasser Didymoe. Quoi qu'il en soit, Théanous est bien parti, car on a trouvé à Didymoe une lettre d'elle dans laquelle elle écrit aux amis qu'elle a laissés qu'il lui manque. Vous vous souvenez que Veturius lui avait demandé de venir avec son tapis de sol. Si, plaise à Dieu, tu viens, apporte-moi toi-même le tapis de sol. Sinon, envoie-le avec quelqu'un de sûr, car je ne peux pas m'en passer. Veut-il dire, si tu ne viens pas, envoie-le avec quelqu'un d'autre de la caravane, ou veut-il dire, envoie-le avec n'importe qui viendra à Phoenikon, avant que la caravane passe. Il est sûr, en tout cas, que la circulation sur les routes du désert ne se limitait pas aux caravanes du commerce érythréen et à la Poreia du ravitaillement. Des cavaliers faisaient la navette entre les forts et on se déplaçait aussi à pied. Mais ces moyens ne convenaient pas à une femme avec un nouveau-né. Théanous a probablement voyagé à Dodène, comme ici. Dans une lettre trouvée à Crocodilo, une femme écrit « Quand la caravane montera, je viendrai avec les ânes. » Si la Poreia était uniquement composée d'ânes, la précision « je viendrai avec les ânes » est superflue. La caravane comportait-elle alors à la fois des ânes et des chameaux? C'est possible. Mais il y a tout de même une petite difficulté, parce que les ânes et les chameaux ne marchent pas tout à fait à la même vitesse, les ânes étant un peu plus rapides. Ils ont en revanche besoin de s'arrêter régulièrement pour boire et pour manger. Il y a des cas où des ânes circulaient indépendamment de la Poreia, et on a l'impression que des âniers travaillaient le long des routes, prenant des colis et des voyagers au hasard de leur passage dans les Praesidia. C'est un peu surprenant dans cette zone militaire où des déplacements étaient étroitement contrôlés, mais on peut imaginer qu'ils avaient payé une patente pour avoir le droit de travailler comme transporteurs et comme taxis dans le désert. Cette patente relevait peut-être de la ferme fiscale de la Quintana. On se souvient que cet impôt frappe les denrées commercialisées dans le désert, vin, huile et prostituées. Mais une petite série d'ostracas de Bérénice montre que des conducteurs d'animaux payaient aussi au titre de la Quintana une somme mensuelle calculée par nombre d'animaux. Voici l'un de ces textes. Caecilius à Eponikos, fermier associé de la Quintana,
pour la 14e année de Néron, notre Seigneur, à Hariotes, salut. Nous avons reçu la quintana pour le mois de Mechir, pour 2 ânes, soit 16 drachmes. Et Caecilius a authentifié le reçu fiscal en souscrivant « Moi, Caecilius, j'ai reçu ». Les âniers transportaient du courrier, des denrées alimentaires qui s'envoyaient à titre privé les occupants militaires et civils de la Praesidia. Peut-être travaillait-il en relais et était-il spécialisé dans une certaine distance, par exemple simplement entre 2 praesidiens, car il arrive assez souvent que des lettres soient apportées par un ânier qui remportera la réponse. Quand les âniers faisaient ces petits trajets, il est vraisemblable qu'ils n'attendaient pas le passage de la caravane pour s'y joindre, mais qu'ils voyageaient seuls. Une lettre trouvée à Didumoy montre cependant que les âniers pouvaient aussi faire des longs trajets. L'auteur de cette lettre est une femme qui se trouve probablement à Phoenikon. Elle demande à son correspondant, établi à Didumoy, de prêter une outre à Marcus, l'ânier, qui lui remettra l'ostracon. Marcus rendra l'outre à son retour de Bérénice. Ceci n'est pas le lieu de décrire dans les détails l'organisation de la prostitution dans les praesidia. Je parlerai seulement des déplacements des prostituées. Les prostituées, qu'on appelait en général tokoration, la petite fille ou la fillette, étaient louées au mois par les garnisons qui se cotisaient. Lorsqu'elles avaient terminé leur mois, on essayait de leur envoyer aussi vite que possible sur un nouveau contrat. Elles voyageaient à Dodène. La prostituée Procla est envoyée de Crocodilo à Maximianon, c'est 52 km, avec un ânier pour un prix de 8 drachmes, c'est-à-dire à peu près le prix d'un octave de 40 litres de blé. Cette lettre, trouvée à Didumoy, a été écrite par une femme, Némessous, qui était chargée d'accompagner une petite fille dans un autre praesidium, on ne sait pas lequel. Le voyage se passa très mal. Voici ce qu'il raconte Némessous. La petite n'était pas capable de faire 2 pas. Moi, j'ai marché 7000 et elle 2000. Puis, l'ânier s'est arrêté en se lamentant sur son âne et il m'a fait démonter. Je suis reparti avec un autre ânier et, rebelote, il s'est arrêté. Je lui ai donné de l'argent de ma poche. Remarquez que dans le désert Bérénice, on n'a pas besoin d'être militaire pour évaluer les distances en milles romaines. Visiblement, les 2 femmes étaient parties avec une petite caravane d'ânes et, par économie, il avait été décidé qu'elles partageraient un âne sur lequel elles monteraient chacune à tour de rôle. Au bout de 9000, alors que Némessous prenait enfin du repos sur l'âne, l'ânier déclara que sa bête était fatiguée et fit descendre Némessous, qui dut faire affaire avec un autre ânier. Mais ce second ânier ne tarda pas à s'arrêter et à réclamer de l'argent. Némessous insiste dans sa lettre sur l'incapacité de la jeune prostituée à marcher afin de justifier cette dépense imprévue qu'elle espère évidemment se faire rembourser. Elle souligne qu'elle n'a pas épargné sa peine puisqu'elle a marché plus que 10 kilomètres. On a l'impression que les âniers ont profité de la faiblesse de ces 2 femmes si vulnérables dans le désert au milieu d'un groupe d'hommes. Il me paraît assez caractéristique que le second ânier n'ait pas parlé d'argent tout de suite, mais se soit arrêté au bout d'un certain temps pour réclamer un argent qu'il aurait dû recevoir du premier.
les deux âniers avaient dû assurer Nemessus qu'il n'y avait no problème. Après savoir ma fiche mouchée, là on l'entend, n'est-ce pas? Après quoi, le premier avait disparu pour s'occuper de son âne, et le second s'arrêtait au milieu de nulle part, dans un argent incommode, pour réclamer son argent. Le trajet doit avoir été fort désagréable pour Nemessus, qui, outre le désagrément d'une longue marche dans le désert, avait dû affaire avec la rouerie des âniers, tout en endurant les pleurnicheries de la jeune prostituée. Les ânes transportaient presque tout: personnes, lettres, légumes, vêtements, mobilier. Mais parfois, les âniers refusaient. Ainsi, dans cette lettre, Statilius s'excuse auprès d'Épaphroditos. « Ne pense pas que j'ai négligé au sujet des plaques. Aucun ânier n'a voulu les prendre. Je te les enverrai avec les chameaux. » Il est vraisemblable que les plaques, sans doute des plaques de pierre, étaient trop lourdes pour un âne. Le texte suggère que des ânes passaient constamment, tandis que les passages des chameaux étaient plus épisodiques. Mais Statilius continue. « Pourrais-tu me choisir 2 petits cochons et me les envoyer par le probolé? Tu m'écriras combien ils coûtent. » Certains occupants des Présidiens élevaient des porcs sur le dépotoir afin d'avoir de la viande fraîche. C'était toujours un problème d'envoyer les cochons vivants d'un fortin à l'autre. Les cavaliers et les âniers n'aimaient pas. Épaphroditos les enverra par la probolée. C'est quoi ça, le probolé? Aucun des sens répertoriés dans les dictionnaires pour ce mot ne convient à ses emplois dans les ostraca du désert oriental. Au sens littéral, probolé, c'est le fait de mettre en avant ou d'être en avant, de faire saillir, d'où une défense, une protection, le fait d'être en position de défense. Pour un soldat ou un lutteur, puis au sens figuré, une avance pécuniaire, une proposition de loi, etc. Dans le désert oriental, tout semble indiquer que c'est une sorte de caravane, mais distincte de l'aporeia. Plusieurs lettres opposent probolé et poreia. Parmi les hypothèses que nous avons formulées, il y a l'idée d'une navette régulière entre 2 fortins, mais la composition de la probolée nous échappe. Des chariots sont parfois mentionnés. On se rappelle le chariot avec un tétragone du tarif de Coptos. Le dernier éditeur de l'inscription comprend ce tétragone comme un toit rectangulaire. Je l'interpréterai plus volontiers comme le cadre rectangulaire d'un chariot long à 4 roues. Dans les ostracas, les chariots apparaissent régulièrement sur la route de Myosormos, mais pas sur celle de Bérénice. La raison la plus évidente de cette absence est que la route de Bérénice comportait de longs passages sablonneux dans lesquels les chariots se seraient ensablés. Peut-être aussi, rien de ceux qui transitaient entre Bérénice et Coptos ne nécessitait l'emploi d'un chariot. Sur la route de Myosormos, en revanche, la pierre extraite des carrières de Wadi Hammamat, pour autant qu'elle était encore exploitée, devait être transportée sur des chariots. Mais on pense surtout aux bois d'œuvre pour les chantiers navals à Myosormos, comme les mâts et des vergues, qui sont taxés du pitakion dans le tarif de Coptos. Dans une circulaire, dont la copie a été trouvée à Crocodilo, le préfet du désert de Bérénice, Artorius Priscillus, demande au curateur des Présidiens de surveiller les conducteurs des chariots qui ont la mauvaise habitude de laisser tomber du bois d'œuvre qu'ils transportent. On comprend par là
qu'ils vendent en route et prétendent à l'arrivée qu'il est tombé du camion. Une autre circulaire de Crocodilo demande au curateur de faire escorter les chariots et les ânes de fort en fort par 2 cavaliers. Ce n'est évidemment pas en mesure de protection pour parer des éventuelles attaques des Bédouins. C'est pour avoir l'œil sur les âniers et les charretiers et les empêcher de vendre en route les denrées que leur ont été confiées. Au temps de Strabon, était en Égypte, dans les années 20 avant Jésus-Christ, Myosormos était le seul port égyptien de la mer Rouge, d'où les bateaux appareillaient pour l'Inde. Ces bateaux, qui effectuaient la traversée de l'océan Indien, étaient robustes et de fort tonnage, contrairement aux rafiaux qui faisaient le cabotage le long des côtes de l'Afrique et l'Arabie du Sud. Lorsque ces grands bateaux revenaient de l'Inde, lourdement chargés, la remontée de la mer Rouge contre le vent du nord dominant était pénible. C'est sans doute la raison pour laquelle les Romains réactivèrent à la fin du règne Auguste le port lagide de Bérénice, qui semble avoir dès lors éclipsé Myosormos comme tête de la route vers l'Inde. En mettant en lumière cette différence entre la route de Myosormos et de Bérénice, les ostracas m'ont conduit à formuler l'hypothèse que Myosormos, mal situé comme port d'arrivée pour les bateaux de l'Inde, était spécialisé dans la construction navale et le radoub. La proximité de Myosormos par rapport à la vallée du Nil et le bénéfice de son port naturel abrité d'une lagune en faisant un site adapté pour un chantier naval. Lorsque, après l'époque de Strabon, Myosormos n'était plus le point de départ des traversées transocéaniques, le port garda son utilité, non seulement comme tête d'une route maritime vers le nord et la péninsule arabique, mais aussi comme chantier naval. Car quiconque, à l'exception possible de Moïse, arrive au bord de la mer Rouge et veut le traverser, doit construire des bateaux sur la côte. C'est sans doute vers Myosormos et non vers Bérénice que se dirigeaient non seulement les mâts et les vergues, mais aussi les charpentiers de marine et du tarif de Koptos. L'hypothèse que Myosormos était un site dédié à la construction navale semble confirmée par la fouille récente de l'Université de Southampton. Dans leur publication, David Peacock et Lucy Blue signalent que leurs tranchées 10 et 14 se trouvent dans une zone principalement dédiée à l'entretien des bateaux et qui témoigne au 1er et 2e siècle d'une période d'activité industrielle intense. Mais évidemment, rien n'est jamais gagné. Dans les fouilles tout récentes à Bérénice, on a aussi trouvé un secteur qui montre des signes de réparation de navires, planches de cèdre, cordes, etc. Je maintiens néanmoins ma théorie et je pense qu'on a bien pu faire des petites réparations de navires à Bérénice en faisant venir le bois, au moins les gros morceaux, par bateau de Myosormos. Ce tableau sur la route de Myosormos à Bérénice ne serait pas complet si je n'évoquais pas le service des postes officiels. Dans l'Antiquité, il n'y avait pas de service public de la poste pour les particuliers. Un tel service n'existait que pour les courriers officiels. Dans le dessert oriental, zone militaire, l'infrastructure de la poste officielle était constituée par le réseau de présidiens. Leur garnison comportait un petit nombre de cavaliers dont une des fonctions principales était, lorsqu'une missive officielle arrivait, de l'emporter aussitôt vers l'un des 2 présidiens voisins, où un autre cavalier le prendrait en charge.
Ce système de relais est surtout connu grâce à ce grand journal de poste trouvé à Crocodilo. Ces journaux étaient tenus par le curateur des fortins, les sous-officiers qui commandaient ces petites garnisons. Le curateur était tenu de noter jour après jour l'heure d'arrivée du courrier ainsi que l'identité du cavalier qui l'apportait et de celui qui l'emporterait. Il ne note pas l'heure de départ, car en principe, c'est la même que l'heure d'arrivée. Voyons une entrée de ce journal. Premier tour de service, le 30, c'est-à-dire le mois de Mechir, on le sait. Des lettres parties de Myosormos ont été apportées de Persou par Domitius, cavalier, à la 3e heure du jour, c'est-à-dire vers 9 heures du matin. Kaigisa, sous-entendu, les a emportés à Phoenikon. Le mot que je traduis tour de service est kléros, ce qui signifie littéralement l'eau obtenue par tirage au sort. Qu'ils aient été ou non tirés au sort, des numéros 1, 2, 3 avaient été affectés aux 3 cavaliers de la garnison de Crocodilo. Kaigisa, dont le nom dénote l'origine d'As, avait le numéro 1. Ce système permettait d'organiser facilement un roulement équitable entre les 3 chevaliers. Il est clair, d'après ce grand journal de poste, que les cavaliers n'allaient pas plus loin que le praesidium suivant, dans l'une ou l'autre direction, et qu'une fois que leur mission accomplie, ils revenaient aussitôt à vide, se mettre à la disposition du curateur de leur garnison d'origine, sans s'attendre à l'éventuelle arrivée d'un courrier qu'ils auraient pu rapporter. Ils rentraient donc le jour même, comme le prouve un cas où, pour une raison que nous ignorons, le même cavalier part de Crocodilo 2 jours de suite. Si cependant 2 cavaliers venus de 2 directions opposées arrivaient en même temps dans un praesidium, chacun emportait vers sa garnison d'origine le courrier que l'autre avait apporté, ce qui faisait économiser 2 sorties aux cavaliers du praesidium où ils s'étaient rencontrés. C'est ce qui se passe dans ce passage du journal de poste du fortin de Dios. Celsus, du praesidium de Compassie, a apporté des lettres le 24 épiphe à 9e heure de la nuit, c'est-à-dire vers 1 heure du matin, et Dissala de la garnison de Xéron les a aussitôt emportés. Par conséquent, Celsus est arrivé de Compassie, le fortin, au nord de Dios, avec des lettres, et Dissala, une trace, d'après son nom, qui appartenait à la garnison de Xéron, au sud de Dios, et qui se trouvait là, les a emportés vers le sud sans qu'il ait soit besoin de déranger un cavalier de Dios. Les cavaliers ne transportaient pas seulement des lettres. Le journal de Crocodilo indique qu'entre le 18 et le 27, des poissons arrivaient presque quotidiennement de Persou. Lorsque l'espèce est précisée, ce sont toujours des mulets ou des poissons perroquets, donc des poissons de la mer pêchés à Myosormos. Vu la date, 2e partie du mois de février, et le fait qu'une entrée datée le 29 Mechir mentionne un cornicularius du préfet d'Égypte, il est tentant de supposer que ces poissons qui couraient la poste étaient destinés à la table de ce personnage. En effet, c'est précisément dans cette période de l'année que le préfet était en Haute-Égypte pour rendre la justice et procéder à l'audit des comptes publics. Enveloppés dans du linge mouillé, ces poissons ont pu couvrir la distance de Myosormos à Koptos en 24 heures,
et arriver encore assez frais pour l'assiette du préfet. Voilà un poisson perroquet. Ils sont excellents. Il se trouve que le poisson perroquet, abondant dans la mer Rouge, était tellement apprécié des Romains que, sous l'empereur Claude, un préfet de la flotte reçut mission d'en semer des œufs au large du Latium et de la Campanie. Puisque le poisson perroquet se nourrit en corail, évidemment, ça n'a pas marché, parce qu'il y en a si peu là-bas. Mais il y en a plein dans la mer Rouge. Il y avait parfois des contretemps dans le fonctionnement de la poste. C'est précisément pour retracer leur origine qu'on demandait au curateur de tenir un journal de poste. Un tel à-coup est à l'origine de ce rapport. Le 19 épif, comme un bordereau d'envoi de courrier avec des lettres du préfet d'Égypte était arrivé, apporté par Nepotianus, cavalier, première heure de la nuit, Héraclès, cavalier, ayant pris ces lettres, partit à la 10e heure de la nuit, ce que tu peux vérifier. Après coup, le scribe a rajouté perfidement, dans une écriture plus petite, la raison pour laquelle le courrier était resté durant 9 heures en souffrance, parce qu'il était au lit avec une femme. Grâce au journal de poste du fortin voisin, où l'heure d'arrivée d'Héraclès a été notée, le destinataire de cette note a pu effectivement vérifier l'information et il écrivit en marche « Eureka, j'ai trouvé ». Voilà ce que j'avais à vous raconter. J'ai l'impression de vous avoir donné une longue liste de « je ne sais pas » ou un autre de « peut-être ». Mais c'est comme ça la papyrologie. On apprend rarement ce qu'on croyait vouloir savoir parce que les documents sont décrits par ceux qui le savaient déjà. Enfin, c'est un peu comme vouloir comprendre l'économie du monde occidental si l'on n'avait que comme source quelques milliers de tickets de caisse du supermarché tirés au hasard des poubelles et un nombre de feuilles de paye sans savoir s'ils concernaient les mêmes personnes. Je vous remercie pour votre patience.